Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de montage PC, puisque j'ai décidé un peu de mettre à jour ma propre configuration, en passant notamment sur un processeur Intel de dernière génération, mais aussi sur de la DDR5. Alors pour m'accompagner, NZXT m'a envoyé pas mal de composants, donc je les remercie pour leur confiance. Ce sera un peu aussi l'occasion de découvrir les dernières nouveautés de la marque, avec par exemple ici vous le voyez derrière moi le PC que j'ai monté donc, avec le boîtier NZXT H9 Elite, la carte mère NZXT N7Z790 ou encore un water cooling NZXT Kraken Z73 que vous connaissez sûrement déjà. Bref, bien sûr, on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo, en commençant par une petite présentation de chaque composant, puis je passerai ensuite sur le montage, et bien sûr un peu sur un retour concernant cette machine, après une dizaine de jours à ses côtés. Alors si ça vous dit un peu de monter une configuration similaire, je vous rajoute des liens d'affiliation en description, je vous rajoute également des liens, faire des exemples de configuration entre 400 et 2500 euros que je mets à jour tous les mois sur gamertech.fr, je pense que ça peut en intéresser certains d'entre vous. Allez, on commence donc directement avec le processeur, et ici je suis parti sur un Intel Core i5 13600K pour remplacer mon vieux i7 8600K qui commençait quand même à avoir un peu fait son temps. Alors ce 13600K, il propose une conception qui va combiner 6 P-Core et 8 I-Core pour un total donc de 14 cores et 20 threads. Alors niveau fréquence, on est sur une base à 3,5 GHz et ça peut monter jusqu'à 5,1 GHz. Et moi pour une utilisation qui va combiner un peu gaming et montage vidéo pas super lourd, ça fera largement l'affaire à mon niveau. Alors pour l'utilisation que j'en fais, j'ai pas forcément besoin de beaucoup plus. Et ici aux alentours des 300 euros, pour moi c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, que ce soit pour du gaming ou encore de la productivité. Alors pour installer ce 13600K, on a pas mal de choix du côté des cartes mères, puisqu'il va rester compatible avec les anciennes cartes en B660 et Z690 via une mise à jour de leur BIOS, où on pourra donc directement opter pour des modèles plus récents, avec par exemple les B760 ou encore les Z790. Alors moi ici, NZXT m'a envoyé donc sa nouvelle carte mère, la N7Z790, un modèle qui est compatible DDR5 et qui permettra aussi ici de pouvoir overclocker ce 13600K à la différence des modèles en B760. Alors avant de faire le tour de cette carte mère, je rappelle quand même que les processeurs Intel de 12e et 13e génération, ils sont aussi bien compatibles avec de la DDR4 que de la DDR5, donc ça dépendra un peu du modèle de carte mère que vous allez choisir. Alors pour moi ça c'est plutôt un avantage par rapport au modèle de chez AMD, puisque si par exemple vous avez déjà un peu de la mémoire en DDR4, ça vous évite de réacheter encore de nouvelles barrettes. Alors un peu plus en détail, on est sur un modèle ici au format ATX, qui est donc pensé pour accueillir des CPU Intel Alder Lake et Raptor Lake, comme le 13600K qu'on a aujourd'hui. Alors niveau VRM, on va retrouver une conception à 16 phases, ce qui logiquement devrait se montrer largement suffisant pour tous les processeurs de la gamme, même si par exemple vous vous dirigez plutôt vers un Core i7 ou un Core i9. Pour refroidir ces différents étages d'alimentation, on a aussi deux dissipateurs qui sont bien intégrés au design de la carte. Alors ils sont pas forcément énormes, mais encore une fois ça devrait parfaitement faire le taf, et je ferai quelques tests en pleine charge en fin de vidéo pour vérifier tout ça. Alors côté connectique, on a 4 slots en DDR5 jusqu'à 6000 MHz, on va aussi retrouver 3 emplacements pour ces SSD au format 1.2 en PCIe 4.0, et du côté des ports d'extension, on aura le premier port qui est renforcé en PCIe 5.0 A16X pour notre carte graphique. Pour le reste, on va aussi retrouver 4 connecteurs en SATA pour ces SSD en 2,5 pouces, un header interne pour de l'USB-C au niveau de son boîtier, 5 connecteurs pour les ventilateurs du boîtier, ou encore de quoi alimenter des ports USB 2 et USB 3. Notez aussi qu'on a une connexion Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 qui est directement intégrée à la carte, et ça c'est plutôt cool, c'est quelque chose que j'avais pas forcément sur mon ancienne configuration et qui me manquait souvent. Je termine enfin avec la connectique arrière, où on va retrouver un total de 8 ports USB, dont un en USB-C, un connecteur LAN à 2,5 Gigabits, ou encore toute la connexion audio qui s'appuie ici sur un codec Realtek ALC 1220, soit un des meilleurs du secteur. Alors je vais pas vous mentir, mais j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de ports USB à l'arrière, car de mon côté j'en utilise quand même beaucoup lors de mes différentes reviews, par exemple quand je teste plusieurs micros ou plusieurs webcams, et ici avec 8 ports, logiquement c'est suffisant pour la plupart des joueurs et des utilisateurs, mais moi de mon côté généralement j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu plus que ça. Allez, je passe maintenant du côté de la RAM, et ici j'ai donc un kit de 2x16 Go de Corsair Vengeance DDR5 à 6000 MHz en CL32, et ça m'a coûté environ 170 €, donc ça reste quand même un petit peu plus cher que de la DDR4, mais les tarifs ont quand même tendance à descendre petit à petit. Pour mon utilisation, j'ai pas forcément besoin de plus de 32 Go pour le moment, c'est ce que j'avais un peu sur ma précédente configuration,
et ça me suffisait amplement, que ce soit pour jouer ou pour des tâches un peu plus lourdes, j'avais vraiment aucun problème de ce côté-là. Le kit de Corsair, visuellement je le trouve plutôt sympa, on est vraiment sur des tons assez sobres et je pense que ici ça va bien s'intégrer directement avec le reste de la configuration. Ici j'avais pas forcément envie d'avoir des modèles RGB et dans tous les cas je voulais aussi un peu limiter les coûts. Du côté de la carte graphique, pour l'instant, je garde ce que j'avais sur mon ancienne configuration, à savoir une RTX 3110 Ti Founders Edition. Alors, encore une fois, pour mon utilisation, moi je joue sur un écran ultra wide en 3440 x 1440 pixels à 120 Hz. Et pour cette résolution, ça reste une carte qui tient parfaitement la route et qui me permet de faire tourner tous les jeux actuels dans de très bonnes conditions. Les jeux compétitifs, c'est pas forcément ce à quoi je joue le plus de mon côté, et j'ai pas besoin d'avoir 500 FPS sur Valorant ou sur Apex, et donc ici cette petite 3110 Ti, pour moi ça reste vraiment très bien, et j'ai pas besoin d'acheter une carte bien plus chère, surtout avec les prix actuels. Pour la partie stockage, j'ai commandé ici un Crucial P5 Plus de 1 Tera pour mon SSD principal, donc ici on est sur un modèle compatible en PCIe 4.0, annoncé avec des débits théoriques à 6000 ms en lecture et 5000 ms en écriture. Alors c'est pas forcément le plus rapide qu'on puisse trouver en PCI 4.0, mais ici pour environ 100 €, ça reste vraiment un très bon rapport qualité-prix. Après pour le reste du stockage, j'ai tout simplement récupéré mes anciens SSD et même un HDD de 4 Tera que j'utilise uniquement pour des archivages et que j'avais déjà sur mon ancienne configuration. Alors du côté du refroidissement, vous voyez sûrement ici tourner à l'arrière, mais c'est un NZXT Kraken Z73 RGB. J'avais déjà eu l'occasion de vous présenter un peu le modèle Z63 en 280 mm sur ma précédente configuration. Et ici avec le Z73, on passe sur un radiateur de 360 mm avec donc 3 ventilateurs de 120 mm avec ici des éclairages RGB. Alors perso, j'étais vraiment satisfait du modèle que j'avais ici sur mon ancienne configuration, aussi bien en termes de performance que de nuisance sonore. Donc logiquement, ça devrait être également très correct sur ce modèle. Et encore une fois, je vérifierai un peu tout ça en fin de vidéo. Sinon, les Kraken Z, je pense que vous connaissez tous. On est toujours sur un design vraiment très réussi, avec ce fameux écran personnalisable, où on peut choisir un peu d'afficher des infos sur son système, comme par exemple la température de son CPU ou de son GPU, mais aussi ses propres gifs. Et vraiment à l'intérieur d'une configuration, vous voyez, ça fait quand même ici toujours son petit effet. Du côté de l'alimentation, j'ai aussi un modèle de chez NZXT avec la récente C1000. C'est donc une alimentation 2000 watts certifiée 80+ Gold et entièrement modulaire. Alors en soi, c'est un petit peu overkill pour ma configuration du jour, mais au moins j'aurai pas forcément de soucis si je décide de m'orienter plus tard vers un GPU un peu plus costaud, comme ma RTX 3110 Ti par exemple. À l'intérieur, on va retrouver un ventilateur de 135 mm et on a aussi un mode 0 dB pour qu'elle fasse vraiment aucun bruit, et puis l'ensemble il est garanti pendant 10 ans. Enfin, pour accueillir un peu tous ces composants, on a donc ici le récent boîtier NZXT H9 Elite. C'est un peu le nouveau haut de gamme de la marque, et franchement, niveau design, on va pas se mentir, mais c'est vraiment très beau. Alors ici, on est sur un boîtier conçu en dual chamber, c'est-à-dire qu'on va avoir en gros deux sections, avec une première pour les principaux composants, et une partie arrière qui va intégrer un peu notre alimentation, mais également tout le câblage. En gros, toute la partie qui n'est pas forcément très sexy dans une configuration, et ici qui sera parfaitement cachée. Alors ici, cette version Elite, on va avoir en fait 3 façades en verre trempé, et comme vous voyez, ça permet vraiment de bien mettre en valeur ces différents composants, surtout ici si on installe un peu, comme je l'ai fait, des ventilateurs RGB, ou encore le water cooling Kraken Z113 RGB, dont je viens de vous parler un petit peu plus tôt. Alors côté refroidissement, justement par défaut, on a ici 3 ventilateurs RGB de 120 mm qui sont installés ici sur le côté du boîtier, et un quatrième qui n'est pas RGB qui est installé ici à l'arrière. Alors moi ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai aussi rajouté donc 2 ventilateurs RGB en bas en extraction, et j'ai remplacé celui qui était à l'arrière. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Et de mon côté, je trouve vraiment le rendu très sympa, mais je vous montrerai un petit peu plus en détail dans la suite de la vidéo après le montage. Mais n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors sinon, si je rentre un petit peu plus en détail sur le boîtier, on reste ici sur un modèle mid-tower, mais franchement, on a vraiment pas mal de place comme vous voyez pour ces différents composants. Ici, on peut installer une carte graphique qui va mesurer jusqu'à 435 mm de longueur. Côté ventilateur, on peut installer jusqu'à 10 ventilateurs de 120 mm. Il y a aussi moyen de mettre des modèles de 140 mm sur la partie haute ou sur la partie basse. Et enfin, au niveau des radiateurs, on a des emplacements de 360 mm en haut, en bas et sur le côté. Donc vraiment, là encore, il y a clairement de quoi faire.
Alors ensuite sur la partie arrière, on a une façade entièrement perforée, donc ça c'est bien pour la ventilation. Et on va retrouver pas mal de place pour gérer facilement un peu tous ces câbles. Et vous verrez ici que c'est pas forcément de trop, puisque sur ce type de configuration comme ça, on a beaucoup de ventilateurs et beaucoup de RGB. Ça peut vite devenir un vrai bordel dans certains boîtiers. On a aussi pas mal d'emplacements pour son stockage, avec notamment une petite porte qui va permettre d'installer 4 SSD en 2,5 pouces, tout en cachant bien ses câbles. On a aussi un rack pour installer 2 disques supplémentaires en 2,5 ou 3,5 pouces. Bref, vraiment, je pense que ça devrait pouvoir répondre à la plupart des besoins des configurations actuelles. Enfin, côté connectique, on va retrouver à l'avant 2 ports USB 3.2 Gen 1 et un port USB 3.2 Gen 2 en type C, et enfin un connecteur audio 3,5 mm. Bon, du coup, je pense que j'ai ici un peu fait le tour donc, des différents composants de cette configuration. Je vais maintenant passer un peu ici donc, sur le montage de ce PC, et je vous rajouterai aussi quelques petits plans sympas de la configuration terminée, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Et bien sûr, si vous avez des questions concernant le montage de ces boîtiers ou différents composants, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Après le montage, on se retrouvera directement pour la fin de la vidéo pour faire un peu le point donc, sur mon utilisation de cette configuration et voir un peu ce que j'en pense après une dizaine de jours environ. Allez, je pense maintenant que vous êtes fait donc une bonne idée du rendu de cette machine une fois montée et installée ici sur un setup. Et honnêtement, de mon côté,
je trouve que le résultat il est vraiment sympa, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez bien sûr en commentaire. Alors concernant le montage dans ce NZXT H9 Elite, franchement j'ai pas grand chose à reprocher. Le boîtier vraiment il propose de très bonnes finitions et les différents composants ils s'installent ici très facilement, notamment par exemple le water cooling avec un peu ce système de rack amovible qui va permettre donc de tout visser à l'extérieur du boîtier et ça c'est vraiment très pratique. Ensuite pour ce qui est du câble management, ici avec cette conception en dual chamber, on a vraiment beaucoup de place à l'arrière, et ici malgré les nombreux ventilateurs RGB, on arrive quand même à avoir quelque chose d'assez propre, et en plus on peut cacher la plupart des câbles avec cette sorte de petite porte ici pour les SSD, et ça encore une fois je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors aussi puisque je parle un peu de ventilateurs, notez ici qu'ils sont connectés tous directement à un hub qui est directement installé dans le boîtier H9 Elite, on peut également y connecter les câbles RGB, et ensuite tout ça peut être configuré très simplement depuis le logiciel NZXT Cam, où on pourra ajuster par exemple les courbes de ces ventilateurs ou encore les différents effets RGB. Alors c'est aussi depuis NZXT Cam qu'on va pouvoir un peu personnaliser l'affichage de l'écran qui est sur le Kraken Z73 RGB. Alors comme j'ai expliqué un peu plus tôt, ici on peut choisir par exemple d'afficher des informations sur la température de ses composants, donc son CPU ou son GPU, mais par exemple aussi les charges. Mais on peut surtout uploader des images ou des animations, et ça permet un peu vraiment de personnaliser l'intérieur de son PC. Alors ensuite, toujours côté ventilateur, comme le PC il est en idle ou que j'utilise par exemple pour de la bureautique très classique, par exemple pour surfer sur le web ou aller sur YouTube, moi de mon côté je laisse les ventilateurs environ à 25%, ça permet de garder une température CPU aux alentours des 30 degrés, avec un PC qui reste vraiment parfaitement silencieux, vraiment il n'y a aucun bruit, et ça l'utilisation pour moi ça n'a pas de prix. Alors en jeu aussi on a une machine qui va rester finalement plutôt discrète, si on règle bien ses courbes de ventilation. Et en plus ici avec la 3110 Ti en Founders Edition, c'est aussi une carte qui profite d'un bon système de refroidissement qui est plutôt efficace et silencieux. En gros quand on joue, on n'a pas forcément l'impression d'avoir une grosse turbine à côté de soi, et ça quand on passe vraiment pas mal d'heures derrière son PC, c'est vraiment un point important, même si évidemment le PC va pas être parfaitement silencieux en jeu, mais si on a un casque sur les oreilles, franchement on n'entend rien. Alors ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai laissé un peu tourner par exemple Cinebench 23 en boucle pendant 30 minutes, avec cette fois-ci les ventilateurs à 100%, et ici ça permet de profiter pleinement du 13600K, puisqu'on va se retrouver aux alentours des 90 degrés en pleine charge, et donc à cette température, on n'a aucune baisse au niveau des fréquences. Ici après 30 minutes, on reste à 5,1 GHz sur les P-Core et 3,9 GHz sur les E-Core, donc c'est parfaitement stable, et j'arrive à un très bon résultat d'environ 23 300 points sur Cinebench. Alors après ce que j'ai fait, c'est quelques petits tests synthétiques et en gaming. Alors d'abord par exemple sur PC Mark, j'ai comparé un peu ce que ça donnait par rapport à mon ancienne configuration, et au final ici j'obtiens un score d'environ 8615 points avec cette nouvelle machine, contre 6313 sur ma machine précédente. Alors après en jeu, puisqu'ici j'ai gardé le même GPU, je ne vais pas forcément avoir d'énormes écarts en 1440p sur la plupart des jeux, mais si par contre on passe sur du 1080p, pour essayer un peu de faire grimper son compteur de FPS, je pense qu'on va plus facilement se rendre compte un peu de l'impact du 13600K face à mon ancien 8700K. Alors par exemple sur le benchmark de Shadow of the Tomb Raider, je vais avoir une moyenne de 208 fps en 1080p medium et 126 fps en 1440p ultra avec la nouvelle configuration, alors que sur l'ancienne, on tourne plutôt à 149 fps en 1080p medium et 120 fps en 1440p ultra. Alors sur le benchmark de FF14 Endwalker, on retrouve ici des écarts qui sont assez similaires avec environ 21 000 points en 1080p élevé sur l'ancienne configuration et 28 000 points avec cette nouvelle configuration. En 1440p, on passe à 18 800 points sur l'ancienne configuration et environ 23 500 points sur cette nouvelle config. Alors j'ai aussi testé sur un jeu compétitif comme par exemple Valorant. Ici en 1080p medium, on va retrouver des écarts qui sont un peu plus importants et ça permet de bien mettre en avant l'évolution qu'on peut avoir face à un ancien 8700K sous DDR4 et ici ce nouveau 13600K avec DDR5. Alors ici par exemple sur la map d'entraînement, sur l'ancienne config, je tourne plutôt aux alentours des 250-300 fps, et ici sur la nouvelle machine, je suis plus entre 500 et 600 fps, du coup il y a vraiment une belle différence, et ça peut notamment se ressentir au niveau de la latence sur ces types de jeux. Bon du coup je pense que j'arrive maintenant un peu à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté je suis plutôt satisfait de cette nouvelle configuration, qui répond vraiment bien à mes besoins, et si ça vous intéresse un peu d'en monter une dans le même esprit, je vous rajoute tous les liens en description de la vidéo. Alors encore une fois, si vous avez des questions, direction les commentaires. Et avant de terminer bien sûr, je remercie NZXT pour les différents composants qu'ils m'ont envoyés pour cette machine. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao.